Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole au premier présentateur, Gary Schneider de McPhail Wood. So, Gary, take it away. Great. Thanks. Merci. Je veux remercier Serge et tous ceux qui ont fait beaucoup de travail pour préparer cette journée. J'ai beaucoup de diapositives. J'espère qu'on va pouvoir passer à travers. J'espère que je vais pouvoir partager mon enthousiasme pour les plantes indigènes. How's that? Ça va? Yeah, that looks good. Okay. D'accord. So we started, On a commencé les bois McPhail en 1991. Ça ne semble pas 30 ans ou plus. On est un projet de la Coalition environnementale de l'île du Prince-Édouard. On n'était pas vraiment pépinière des plantes indigènes, mais je parle de changement d'attitude. Voilà ce qui a été notre travail. On n'a pas, on n'était pas là à cause de ce que le public voulait, mais parce qu'on voulait encourager le grand public. Et on continue à le faire aujourd'hui. Nous étions, comme vous le voyez, au Nouveau-Brunswick. C'est ce qu'on voyait un peu partout à l'île du Prince-Édouard et qu'on continue à voir. De mauvaises pratiques forestières qui diminuent la diversité sur les sites, qui endommagent le sol parce que la compaction et beaucoup de soleil, trop de soleil sur le site, un habitat pour les animaux sauvages horrible. Alors, on essaie d'aller au-delà de cela. Si on a fait quelque chose, les plantations de choses qui ne devraient pas y être. Alors, mon intérêt était les oiseaux. Si je regarde des pins rouges, je vois ça comme un désert écologique. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si on regarde la forêt, le plancher, on manque de diversité. Il n'y a pas assez de soleil. Sinon, pas vraiment une moindre valeur. On essaie d'imaginer le rôle qu'ils jouent, mais c'est les choses qu'on voulait changer. Et il y a assez de restants de la forêt acadienne, la forêt Wabanaki à l'île du Prince-Édouard, pour me donner espoir qu'on pourrait retrouver ce qu'on n'avait pas à se plaire avec des moindres forêts. Le problème, c'est quand on a commencé le projet, on voulait faire différentes semences, mais on ne pouvait pas trouver la source pour les plantes. Souvent, on ne pouvait pas même trouver de graines. 75% de l'île du Prince-Édouard avait été déployée pour l'agriculture. On avait perdu beaucoup de sources de nos plantes. En gros, ce qu'on avait, on trouvait dans des fermes abandonnées, le sapin, quelques différentes espèces d'arbres, et on voulait passer toute la gamme de plantes qui seraient utiles. Alors, en arrière, vous voyez la première pépinière qui a commencé en 82, 40 par 40, et j'ai pensé, si jamais on finit par remplir, ça sera un rêve d'accomplir. Personne ne m'a dit d'arrêter. Alors, on a continué à continuer et honnêtement, ce n'était pas parce que les consommateurs le demandaient. C'est parce qu'on aimait les plantes, on voulait en savoir plus sur les plantes indigènes et on voulait réintroduire la biodiversité dans nos forêts. On ne parlait pas de paysagiste, mais plutôt de la réforestation. Voilà notre pépinière aujourd'hui.
on a eu beaucoup d'endommagements par Fiona. On est à peu près 4 arpents et on cultive des arbres, des arbustes, des fleurs sauvages, des fougères. La majorité est faite par graines. On a des boutures aussi. On tente de cultiver des choses de 2 à 3 pieds. C'est facile à manipuler, facile sur son dos. On a des petites plantes, plus petites plantes. Et de temps en temps, on a de gros arbres, difficiles pour le dos, mais heureusement, on peut se servir d'un tracteur. C'est un érable rouge. Mais normalement, ce n'est pas ce qu'on vise. On a une région où on a besoin d'ombre, où on doit se soigner plus prochement. Autre chose, on peut négliger tout à fait. Mais avec celle-ci, on veut faire attention, surtout si c'est des plantes rares. Et on a tendance à semer proches un de l'autre. Ils seront prêts c'est la clitonée. On pourra les distribuer dans quelques années. On n'a pas eu de serre pour 30 ans, mais finalement, on a eu ce cerf par un cadeau qu'on a reçu de la province. On apprend comment s'en servir. C'est une immense serre. On a beaucoup à apprendre. J'ai déjà travaillé avec des serres, mais pas comme celle-ci. On est content qu'elle a survécu Fiona. On se sert de fumier et de compost, tout ce qu'on peut trouver. Heureusement, on a des gens qui ont des chevaux qui vont nous apporter le fumier et ceci a été une bénédiction. Imaginez de remplir 100 lits. On utilise beaucoup de compost. Et quand on dit des plantes à racines sauvages, on ne les lave pas. On vend notre meilleur sol quand on vend nos plantes. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de compost. On essaye de faire plus de techniques biologiques. On a toujours été biologique sans être certifié. On n'a jamais utilisé de produits chimiques. On se sert beaucoup de sarrasin pour éliminer les mauvaises herbes, ce qui veut dire qu'on n'a pas à désherber à la main. Je pense que c'est du blé d'hiver, peut-être du seigle. C'est pour éliminer les mauvaises herbes et ça rapporte de la nutrition dans le sol. On se sert de trèfle, encore une fois, pour étouffer les mauvaises herbes et pour apporter du nitrogène dans le sol. C'est une opération. On fait plein de choses, des plans de gestion, de la restauration. On gère des terrains publics. Parfois, on néglige la pépinière, mais on essaie de ne pas le faire. Je ne veux pas donner l'impression que tout est parfait. On a préparé un lieu pour démontrer c'est seulement quand on voit les espèces dans leur milieu naturel qu'on peut apprécier tout ce qui les entoure. On a des gros blocs pour attirer les pollinateurs et on a un terrain trempe. J'ai toujours voulu le faire. C'est bien d'avoir, par exemple, des choses comme la Sarracenie poupe. C'est facile à semer, finalement, à cultiver. Et on a trouvé une source pour les cloudberries dans le nord-est de l'île du Prince-Édouard.
lu des articles qui ont dit que c'était pas possible de le faire, mais on a réussi. C'est des baies. On nettoie les graines et on les plante. On a connu beaucoup de succès avec les baies et beaucoup d'autres. On se sert de tous ces emplacements pour différentes choses. Quand on fait des visites guidées, des ateliers, des classes universitaires, on se sert de la pépinière et de l'arborium pour enseigner beaucoup de choses, pour avoir plusieurs de résultats à partir de tout geste. Encore une fois, quand on a commencé, on essayait de faire comprendre aux gens l'importance de ces plantes et pourquoi ils devraient s'en servir. Et puis, on a commencé des ateliers sur les paysagistes, les paysages avec des plantes indigènes. Et c'est devenu une grande partie de notre travail. On va aux propriétaires et avec tous les gens qui font du travail de paysagiste. Il y a une smilacinée étoilée, des fougères, plein de différentes plantes. C'est un jardin dans l'ombre. Les choses qui vont bien dans de telles situations, de nouveaux lits, tous ayant des plantes indigènes, des plantes de forêt. On a mis des plantes dans les écoles, à peu près 20 écoles. Encore une fois, de planter est une chose, mais d'impliquer les étudiants est autre chose, de les faire travailler ensemble, de les intéresser dans des plantes indigènes, les oiseaux qui y arrivent. On a beaucoup de résultats positifs à partir d'un geste. Et même si c'est des plantes indigènes, ils ne peuvent pas aller partout. Quelqu'un m'a demandé, l'érable que j'ai planté n'a pas bien réussi. Et il a dit, oh, mon chalet, où il y avait des... on essaie toujours d'expliquer aux gens qu'il faut mettre la plante à la bonne place. On ne peut pas... ici, par exemple, on a planté, il y a beaucoup de vent, on n'aurait pas dû les mettre là. Alors, on dit aux gens qui achètent des plantes, même s'ils sont indigènes, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à vous informer sur un bon emplacement pour les plantes. Ce que j'aime faire, c'est de faire la collecte de graines. Si je fais une marche, si je fais la surveillance des oiseaux, si je fais de la recherche, on fait toujours la cueillette de graines, surtout des plantes qu'on n'a jamais cultivées avant. Et je trouve que les graines même sont très intéressantes. Je me sens comme enfant quand je joue avec. C'est des graines de amamélis, des noisettes de sorcière. Ce qui explique que même si une plante est rare, ça ne veut pas dire qu'elle est difficile à cultiver. On a cultivé à peu près 10 000 noisettes de sorcière ou amamélis. On a changé le statut de cette plante. Il y avait seulement quelques places où on la trouvait et maintenant on la voit partout. Pas énorme, mais beaucoup. À chaque automne, on recueille des glands. C'est une bonne activité pour les enfants. Du bouleau jaune qui vient juste de germer. D'habitude, on met les graines sur la surface. Il semble mieux réussir avec du soleil.
Beaucoup de plantes peuvent survivre dans de petites régions. On essaie de les tasser. Après, on les sépare quand ils sont un peu plus gros. C'est un trillium. Je pense encore une fois que les graines mêmes sont très belles. Parfois, on ne les regarde pas de proche, mais si on les regarde de proche, on voit que ce sont de toute beauté. Des graines, des iris, et on les a trouvées à North Cape. C'est marécageux, il y a beaucoup de plantes intéressantes. J'ai vu ces iris, j'ai fait la cueillette. Il ne semblait pas l'iris versicolore. J'ai pensé qu'il y aurait beaucoup de difficultés. Je les ai ramenés à la pépinière et je vais vous montrer de quoi ça a l'air maintenant. On fait aussi des plantes qui ne sont pas trop rares. C'est peut-être pas des spécimens, mais c'est pour couper le vent ou une région où vous voulez planter quelque chose. Et voilà la taille où on les transplante. Encore une fois, du sucre d'érable, de l'érable du sucre. On a des fois, quand on ne peut pas cultiver avec des graines, on prend une bouchure et au mois de mars, on les met dans du compost, la midi, le moment qu'il y a des racines, on les sème ailleurs. Le sureau est aussi une bonne plante pour les animaux sauvages et on a de bons résultats. On prend aussi des coupures de racines. Les roses sauvages. Il y a plein de plantes qu'on peut cultiver de cette façon. On a aussi tenté de faire de l'aération avec des bouchures. On met de l'eau, on a des bulles d'air. C'est un peu magique. On s'en sert pour cultiver le cannabis, mais pour nous, ça n'a pas vraiment été, ça n'a pas valu l'effort. On n'est pas pressé, alors les graines pour nous sont meilleures. Le pruche qu'on utilise beaucoup, mais aussi dans la forêt, on essaye de remettre les forêts en santé et si on a de la lumière suffisante et un sol correct, on peut bien réussir avec des espèces comme le pruche. Il y a des plantes qui ont des ennemis naturels, comme le frêne blanc, mais on ne veut pas les cultiver à part, on les met avec un groupe. S'il y a quelque chose qui veut infecter toutes les plantes et tous les arbres, on ne peut pas se préoccuper de cela. Alors, l'exemple de l'érable norvégien, il y a quelques années, on pensait que c'était un bel arbre parce que rien
l'attaquaient, mais maintenant tout le monde veut s'en débarrasser à cause des picots noirs qu'ils reçoivent. Alors, on essaie d'imaginer ce qui va se passer avec ces espèces et parfois on ne le fait pas aussi bien qu'on devrait. C'est un érable, une espèce d'érable. Souvent, les fleurs sont tellement belles au printemps et l'écorce aussi, surtout avec les jeunes. Alors, on se sert de cela pour avoir une diversité pour les plantes, pour les animaux, les tailles des animaux, pour avoir des différents canapés. Et la raison que c'est important, c'est que certains oiseaux aiment manger dans un endroit, construire leur nid dans une autre région. Alors, il faut rendre disponibles toutes les possibilités. Un autre arbre qui est bien, le ironwood, qui est, je regarde le temps, le bois de fer. Des plantes médicinales qui est une plante parfaite, la noisette de sorcière ou l'amamélis. C'était rare, mais là, je la cultive parce que c'est une belle plante. Souvent, on va regarder les plantes indigènes et les autres plantes qu'on ne connaît pas comme étant belles. Mais quand je regarde nos lits avec beaucoup de différentes plantes, j'ai aucune difficulté à parler de leur beauté. Comment on apprend les choses? Je n'ai pas de formation comme en horticole, mais horloger, mais j'apprends au fur et à mesure quoi faire, comment faire. Si on prend la formation, on ne nous enseigne pas quoi faire. Alors, l'horticulture se démite par certaines plantes souvent. Les belles couleurs à l'automne. On cultive pour les gens qui s'intéressent à avoir des oiseaux. C'était un pine grosbeak. On utilise des... on n'a pas besoin de les cacher à chaque année, de les protéger. Ils sont très belles, ils fleurissent pour longtemps, jusqu'au mois de septembre. Voici des plantes qui auront des fruits la majorité des années. Ça, c'est la hache américaine avec des petites baies rouges, canneberge, une plante qui est fantastique pour la faune. Et voici à quoi ça ressemble l'hiver. Il y a beaucoup d'oiseaux et d'autres espèces qui s'en raffolent. C'est Hawthorne. Je ne savais pas comment belles les fleurs étaient avant que j'ai pris une photo de très près. Donc, il y a beaucoup d'alimentation pendant l'hiver. Et
Et c'est très utile pour les petits oiseaux aussi parce qu'il y a beaucoup d'épines. Donc, les petits oiseaux peuvent se cacher. Voici ce qu'on utilise partout. C'est pour l'aménagement paysager ici. Il s'agit de feuilles de houx. Moi, je n'aime pas très bien la plante jusqu'à temps qu'il y ait des baies. Donc, à l'automne, il va perdre ses feuilles et les baies ressortent. Et beaucoup d'oiseaux et de petits animaux vont s'alimenter sur ces baies. Bohemian waxwings and pine grosbeaks. And it's like, On wow, voit des oiseaux qui s'alimentent de ces très, très beaux oiseaux. serviceberry is another one great for pollinators because it's so early. Ceci, c'est bien pour les pollinateurs. Hein? Shadbush, all kinds Indian plum, shadbush, il y a beaucoup de noms. Les couleurs sont variées. Ce sont des couleurs d'automne, aussi pendant le printemps. Il y a beaucoup de fruits, certainly wild food that's grown in PEI. des fruits sauvages hein, qui poussent à l'île du Prince-Édouard. Et on oublie qu'ils sont très bons. Donc aussi, on cultive ces plantes pour la faune aussi, pour attirer les oiseaux. Elder, c'est une très belle plante d'aménagement paysager aussi. On voit les plus beaux oiseaux, cedar wax qu'on trouve partout. On voit des raisins sauvages qui me passionnent aussi. C'est une très belle plante qui produit des grappes de baies de très belles couleurs. Et beaucoup de différents oiseaux y sont attirés. Le dogwood, c'est une plante qu'on voit souvent, elle est très belle. Which we've sort of Très belle en aménagement paysager aussi. On voit beaucoup d'oiseaux qu'on pense et qui aiment manger les graines et changent leurs habitudes d'alimentation aussi. On a vu beaucoup de hazelnut, c'est comestible. Si vous en avez près de vos arbres, on verra les écureuils. Elles sont très, très belles. Et sont magnifiques. C'est un animal nocturne. Et on les voit la nuit. Quand ils viennent s'alimenter, nous avons des plantes rares aussi, Bob Birch. Et je pensais que ça pousserait seulement dans les marais. Ben non, nous les cultivons dans notre serre aussi. On a de dogwood. Donc, on a 4 indigènes. On cultive beaucoup pour les personnes qui veulent encourager les pollinateurs. Ils veulent attirer beaucoup plus des animaux aussi. Quand on a commencé à les cultiver dans la serre, ça a été très populaire. Ça donne les personnes l'occasion d'en connaître plus pour les espèces en danger et créer des habitats. Et les personnes nous ont appelés et viennent acheter des plantes et les apportent à la maison et me remercient ensuite. Parce que ils me disent que j'ai fait quelque chose de spécial pour notre serre est très sauvage, donc nous avons des nids pour les oiseaux et des papillons, mais aussi les papillons, oiseaux-mouches. Quand on a un mélange de plantes, on peut attirer beaucoup de différentes espèces.
Et voici une échinacée. Elle est très haute, de 7 à 8 pieds de hauteur, et c'est une excellente plante pour les pollinateurs. On avait des gros blocs et pendant l'automne, ils accueillent beaucoup de sauterelles aussi. Joe Pye, très rustique. Moi, je pense qu'elle est très, très belle. C'est une bonne plante pour les pollinateurs aussi. Ici, on a commencé à faire cultiver cette plante il y a quelques années. Et les pollinisateurs les aiment beaucoup aussi. Moi, j'ai rapporté des semences de North Cape pour cette petite plante qui mesurait 56 pouces, mais non, elle est très, très grande. Les couleurs sont très, très belles et pour les pollinisateurs, on utilise aussi ces herbes bleues. C'est un très bel ajout. C'est une très petite plante, on les regarde pas très souvent. Ici, on a des violettes jaunes. Ici, on a un aménagement paysager. On les verra fleurir de mai à septembre. On voit ici 70 dizaines de graines. Et ces semences vont être rejetées lorsqu'ils ouvrent. C'est comme une peste, c'est une peste qu'on veut avoir. Et c'est beaucoup de fruits. C'est une œuvre d'art. Elle est magnifique. On les cultive à partir de semences. Ici, un lys. Une petite fleur. Et quand on regarde très près, elle est très, très belle. Une petite dogwood. À l'automne, c'est comme si on avait une personne à décorer nos terrains à Trillium. Et on prend ces fruits ici, on les nettoie et ensuite on les plante. Ça prend du temps à pousser. Ici, d'autres trilliums. Et voici notre plate-bande. Ça, c'est une autre fleur intéressante. Dutchman's Breeches. Ces petites fleurs poussent au printemps. Elle est très délicate. Elle a une plante qui est très facile à cultiver et va augmenter très rapidement. Elle va se propager. Voici la clématite indigène, des petites fleurs blanches au printemps. Et j'aime beaucoup les couleurs à l'automne aussi. Et ici, c'est groundnut. On a trouvé des semences. Les fleurs sont grosses et un peu bizarres. Le groundnut a été apporté à l'aide brésilienne par les Mi'kmaq. On n'a pas fait beaucoup de travail sur cela. C'est difficile à cultiver, mais on continue de se pencher sur cela. Et les fougères, bronze holly, qu'on trouve à deux endroits sur l'île. Ici, on a commencé à les faire pousser à partir de spores. Donc, j'arrête ici. Je pense qu'il nous reste 5 minutes pour des questions. Donc, c'est beaucoup d'informations. Parfois, je fais des ateliers en après-midi sur ces plantes.
C'est bien d'avoir 30 minutes pour tout passer en revue. Merci, Gary. Beaucoup d'informations. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Je vais passer la parole à Serge. Tu peux t'unmuter, Serge, puis juste... Yeah, we had one question. I think Samuel was asking about Nous using. avons eu une question sur l'utilisation de gazon sedge. Quoi? Des gazons sedge? Sorry. Je ne connais pas cela, désolé. On voit ça partout aux États-Unis, ils sont tous vendus. Oh, yeah. C'est l'espèce correcte. Oh, On ne fait pas beaucoup de travail sur les gazons, on fait de l'aménagement paysager, mais je vais m'informer là-dessus. Thanks for bringing that, Samuel. There was a question. Samuel, merci. En ce qui concerne les écoles, est-ce qu'ils font bien l'entretien après la plantation? Oui, ils sont fantastiques, encore meilleurs que les propriétaires. We do the placement. Everything's set up for it. C'est nous qui plaçons tout. C'est eux autres qui vont creuser les trous et font la plantation et les arrosent. On parle des choses. C'est une expérience éducationnelle. Les enfants viennent me voir et me demandent si je peux revenir pour arroser les plantes pendant l'été et leur donne des noms aussi. Maintenance people who will run them over. Donc, il y a des personnes qui font l'entretien, qui vont les écraser, mais normalement, avant, avec les écoles, on discute avec les directeurs et on leur fait promettre qu'ils vont en discuter avec les personnes d'entretien pour faire attention, pour ne pas les écraser, parce que les étudiants, ils mettent beaucoup d'efforts pour planter ces arbres. Julie a une question. Est-ce que vous préférez cultiver à partir des semences ou des boutures? Oui, j'aime cultiver depuis les graines, mais j'aime aussi les boutures. Moi, si je peux trouver une semence, donc je comprends mieux quand je la plante, que je fais la culture et quand je vois les oiseaux dans ces arbres et que je les vois croître. Ce n'est pas seulement planter quelque chose dans un endroit, mais quand je vois un arbre ou un frêne, donc ça augmente mon empreinte. Donc, on plante seulement 6 à la fois et on les traite très bien, on utilise des chaînes et les écureuils viennent ainsi que les geais bleus. Donc, c'est le plus gros portrait. Yeah, we do. We don't Est-ce que do vous many. vendez ces semences au public? Oh, non, pas beaucoup de semences. Avec les fleurs sauvages, c'est plus facile à les vendre en gros. Et puis, on travaille avec les parcs à Charlottetown aussi. Donc, on travaille avec les personnes et souvent, on donne ces choses gratuitement. Si une personne veut démarrer une serre, donc on les donne gratuitement, les semences. On ne veut pas garder trop de choses, même l'information. Parce que nous avons tous la chance de faire un excellent travail chez nous. Ça fait longtemps que nous y sommes. Et c'est excellent de se lever le matin et adorer son travail. Moi, je suis là depuis 91.
Donc, moi, je ne veux pas tout garder pour moi si on me dit que je veux faire pousser milkweed, ils ont besoin des semences, on va les aider. Ce n'est pas plus difficile de faire la collecte de diverses semences. Lorsqu'on peut, on tente d'aider les gens. Excellent. On voit dans votre voix, votre passion. Comme vous le dites, vous ne gardez pas tout cela pour vous-même, l'information. Votre site web est une excellente source aussi pour les personnes. Et vous avez des ateliers aussi, donc les personnes pourraient peut-être trouver de l'information là-dessus. Je vais mettre votre site web dans la section discuter. Et à la fin de cette présentation, nous aurons des discussions, une période de questions. Il y aura peut-être d'autres questions. Merci.